Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre un prince. Encore moins quand celui-ci est surnommé le prince jardinier. Et passionné de nature, de transmission, d'histoire, mais qu'il est résolument tourné vers le futur. Ce n'est pas innocent que la devise de la famille Breuil est d'ailleurs « pour l'avenir ». Ce prince iconoclaste, que l'on croit souvent pieds nus ou sur son vélo, aux yeux pétillants de malice et à l'allure élancée et unique, n'a de cesse de s'engager pour ses valeurs et ses projets. Comment nourrir et éduquer nos enfants pour l'avenir ? Louis-Albert de Breuil a déjà eu plusieurs vies. Il grandit à Paris, mais il a vécu en Inde, à Londres, au Mexique au début de sa carrière. En 1992, il rachète sur un coup de cœur le château de la Bourdesière, en Touraine, où il crée dès 1996 le Conservatoire national de la tomate, puis plus tard des micro-fermes. En 1995, il crée sa marque éponyme, le Prince Jardinier, suivant le petit nom que lui donnent alors ses amis. C'est en rachetant Desrolles en 2001, une institution scientifique et pédagogique basée au 46 rue du Bac depuis 1831, qu'il peut déployer toute sa vision, avec une assise scientifique forte. Il redonne à Desrolles sa vocation initiale, la pédagogie. On se souvient tous d'ailleurs des affiches dans nos salles de classe en primaire, ou des planches sur la botanique, la géologie, la France des fromages, j'adorais celle-là, ou l'anatomie. Desrolles, dont le triptyque est d'ailleurs nature, art, éducation, produit des livres et des publications, des expositions, des recherches et des activités de conseil également, qui constituent aujourd'hui un écosystème cohérent et très inspirant, qui va jusqu'à l'aménagement des territoires avec Desrolles Territoire. Alors, je vous le confesse, j'ai le trac de recevoir Louis-Albert de Breuil à mon micro. D'abord parce que nous sommes amis dans la vie. Alors pardonnez-moi si on frôle parfois le tutoiement. Ensuite parce que j'admire beaucoup son travail et son engagement. Et enfin parce que je suis honorée qu'il ait accepté de venir sur ce podcast. Nous en parlons depuis au moins 1 an déjà. Alors ce soir, Louis-Albert me reçoit au bureau de Desrolles, planqué sur la plus jolie place de Paris, au Palais Fürst, qui n'est autre que l'ancien atelier de Monet, sous l'atelier de Delacroix. Nous sommes attablés entre un ours polaire, un tableau d'écolier et une petite poule avec une houppette. Notre première conversation, elle remonte à loin, en 2016 je crois, au château de la Bourdesière. Je finissais alors d'écrire mon livre « Trêve de bavardage » sur l'art de la conversation. Et forcément, nous avons commencé la conversation à parler de Madame de Staël, qui est son aïeule. J'avais imaginé mon trac. Mais nous avons aussi conversé sur la tomate. Le conservatoire à la Bourdesière en Touraine compte environ 700 variétés. Mais on a aussi parlé écosystème, engagement, créativité et comment se nourrir au XXIe siècle. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment Louis-Albert de Breuil conjugue l'art de l'attention au présent. L'attention au corps passe par bien se nourrir, l'attention aux autres et la responsabilité individuelle et collective, et enfin l'attention au monde, au vivant. Nous allons également parler d'art, de nature, d'éducation, comment réenchanter les territoires, mais aussi d'émerveillement, de transmission, d'anatomie et de tomates. Alors, commençons. L'art de l'attention. Conversation avec Fanny Auger. Bonjour Louis-Albert de Breuil. Bonjour ma chère Fanny. Alors, très chère devrais-je dire. Louis-Albert, comment conjuguez-vous au présent l'art de l'attention ? Probablement prendre le temps, observer, peut-être aussi comprendre, et puis écouter, c'est déjà s'émerveiller, dans un sens comme dans l'autre, et de l'émerveillement naît toujours une conviction, ou en tout cas une interrogation. Donc tout ça est assez riche. Et l'art de la conversation, qui est celle effectivement des salons que l'on a connus au XVIIIe, au XIXe, vous parliez de Madame de Staël, c'est cette capacité qu'avaient nos aïeux d'accueillir, de rassembler. Alors au XVIIIe, c'était Voltaire, c'était Rousseau, d'ailleurs très ami de la mère de Madame de Staël, Madame Curchod. Mais au XIXe, ce sont des penseurs engagés, c'est l'agitation. Et l'agitation, dans un monde que l'on connaît aujourd'hui, c'est l'agitation des idées. Et puis, comme disait Robespierre,
les discours sans l'action, c'est du vent. Donc l'art de l'attention, c'est aussi écouter les uns, livrer sa conversation, c'est s'écouter également. Alors si on doit s'écouter, j'espère que ce n'est pas parler, mais c'est écouter effectivement ce que l'on a de plus enraciné en soi. Ça peut être des convictions, ça peut être des aspirations, ça peut être tout simplement le rêve. Et pour reprendre ces phrases que l'on aime bien, effectivement quand on parle de Voltaire, c'est cultiver son jardin, mais quand on pense à Rousseau, c'était écouter les arbres grandir. Mmh. Et pour revenir de manière très prosaïque, c'est aussi écouter son corps. Parce que je crois que vous vous intéressez beaucoup au corps. Votre dernier ouvrage, qui est paru il n'y a pas très longtemps, c'est une leçon d'anatomie, je crois. Leçon d'anatomie, oui, son corps, son premier capital, que j'ai écrit avec le docteur Gérald Kierzek, et qui est lui-même un vulgarisateur, un scientifique, patron de Doctissimo. Cela suivait une exposition que nous avions réalisée qui s'appelait « Dessine-moi ta planète » et qui existe toujours, qui croisait le langage du Petit Prince et celui de Dérolle. Et « Dessine-moi ta planète » le dit bien, c'est quelle est la projection que l'on veut d'une planète, certes pour nos enfants, mais d'une planète harmonieuse qu'on a malmenée. La planète, c'est-à-dire grosso modo la Terre, l'air et quand l'on respire, et évidemment le soleil dont on a besoin, c'est notre patrimoine commun. Mais on oublie, car effectivement notre mémoire est toujours très très courte, l'on oublie que son premier capital, c'est son corps. Ça, c'est le capital dont on est les dépositaires et dont on est les responsables. Et l'on malmène bien la terre, mais on malmène tout autant notre propre corps. Et donc, de parler de son premier capital, son corps, son anatomie, c'est aussi de comprendre comment stimuler ses organes, ses systèmes, de sorte à être en meilleure santé. Et dans un monde où il fait bon le bien-être et il fait bon de penser, encore une fois, à être pour soi-même et pour les autres dans une santé, j'allais dire, éclatante, et on doit aussi se dire, collectivement, ça coûte moins cher à la société. Effectivement. Et alors, du corps, on passe à se nourrir. Alors, l'un de vos ouvrages, mon ouvrage préféré, je crois, c'est Nourrir la planète. Mais avant ça, nourrir son corps. Parce que vous êtes quand même arrivé le jour de votre TEDx avec une tomate dans la main, en croquant dedans et en la jetant comme ça en coulisses. Alors, vous pouvez nous parler de nourrir son corps, parce que c'est en droite lignée, je crois, avec ce que vous faites sur l'agriculture, tout le travail sur les fermes, le territoire également. Je ne suis pas tombé dans la tomate tout petit, mais j'ai été élevé en Normandie dans un potager et je me souvenais évidemment parfaitement à la fin des années 70, au début des années 80, lorsqu'on amenait de la campagne tout ce qui était produit en Normandie, on trouvait que c'était épouvantable en comparaison de ce qu'avaient nos copains dans les frigidaires, du lait concentré, du lait stérilisé, pardon. Nous, on avait des légumes, on avait tout ce qui venait quasiment de la ferme et ça sentait déjà très mauvais quand on ramenait ça dans la voiture. Et en même temps, on faisait la différence avec tout ce qui était déjà dans des paquets, dans des ceci, là. C'était la préfiguration des fameux aliments prédigérés de UNESCO. C'était la préfiguration de la malbouffe. On a vu l'impact en 20, en 25 ans, en 30 ans sur la santé des uns et des autres. Et effectivement, début des années 2010, je me suis préoccupé ici au bureau avec un ami et en même temps collaborateur de Dérolle, Maxime de Rostelan, de modéliser ce que l'on a appelé des micro-fermes en agroécologie et agroforesterie inspirées par la permaculture. Nous avons créé une première ferme d'avenir à la Bourdière et déployé Ferme d'avenir par une association qui interpellait sur ce que devaient être les modèles d'agriculture alternative, pas en réponse à unique agriculture conventionnelle, mais en réponse à ce que devraient être les externalités comprises, les externalités positives de cette micro-agriculture. L'impact sur les sols, l'impact sur la santé humaine, l'impact économique sur l'emploi, l'impact sur l'éducation, l'impact sur la transformation, et c'est une autre forme d'économie, et sur le paysage. Tout ceci pour dire qu'il y a une agriculture effectivement familiale qui existe depuis 10 000 ans, et on a créé une agriculture industrielle qui n'est pas au service totalité du bien-être des uns. Il faut un équilibre. Et cet équilibre
est effectivement pour être, dans toute la mesure du possible, en meilleure santé. Mais c'est aussi pour réenchanter l'agriculture, car la diversité végétale, dont on appelle aujourd'hui la biodiversité, c'est la richesse extraordinaire du vivant. Cette richesse, elle est constituée, à titre d'exemple, par non pas 700 ou 785 variétés de tomates cultivées à la Brodinière, il en existe 26 000 au monde. Mais j'aurais dit ça il y a 30 ans, on aurait regardé avec des yeux de merlan-frit en disant mais c'est absolument impossible, on n'a que des tomates rouges et rondes et sans saveur. Et le geste d'avoir jeté cette tomate il y a, je sais pas, une dizaine d'années quand j'ai effectivement réalisé ce TEDx, c'était de découvrir que finalement la tomate, elle était profondément sans goût, alors que ce fruit porte par ses formes, par ses couleurs, par ses aspects de chair différents, une palette exceptionnelle de saveurs, ce qu'on appelle plaisir organoleptique, et que c'est la même chose pour d'autres fruits, pour d'autres légumes, pour toute la nature du vivant, y compris pour nous, les hommes et les femmes. Alors, on a parlé de l'attention à soi et j'aime beaucoup parce que dès lors qu'on parle du corps, vous le reliez à cet écosystème, enfin au vivant. Alors l'attention à la nature, ça vous vient d'où cette fibre, cette passion pour la nature au-delà du potager familial, de l'agriculture ? J'ai été élevé comme beaucoup de gens, très 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 souvent, entre certes potager, mais entre parc et forêt, entre étang et mer. Ça veut dire que je me sentais heureux de respirer aussi bien les embruns à la pluie que de sentir la mousse le matin, que de couper du bois, que d'aller traire des vaches ou que d'aller biner dans un... Et tout ceci, évidemment, ça a l'air d'être un privilège, mais je rappelle qu'une grande partie de la population, à la sortie de la guerre, habitait dans les campagnes. Et moi, je suis un peu plus jeune que cela, mais au demeurant, dans les années 60, 70, on vivait à la campagne, on faisait des travaux de la campagne, on s'amusait avec des jeux qu'on imaginait dans la nature. Et donc, tout ceci m'a marqué. Alors, ce qui m'a marqué en plus de ça, c'est que moi, personnellement, en tout cas dans ma sensibilité, j'étais à l'écoute de ce monde étonnant, à l'écoute du chef jardinier, à l'écoute des gens qui s'occupaient des troupeaux chez nous, à l'écoute des bûcherons. Et ce monde qui est très sensoriel, parce qu'il y a simplement, évidemment, les gestes, les parfums, les odeurs, comme je le disais tout à l'heure, les moments. On n'est jamais dans la nature quand uniquement le soleil est là et toute l'herbe est sèche, ainsi de suite. On est à tout moment. On est à la chasse aux papillons, on va chercher le gardon dans les rivières, la truite, on découpe un animal qui a été à l'époque tiré. Donc j'ai découvert ce qu'était à la chasse un animal blessé qui souffre, et on s'aperçoit effectivement de notre rapport j'allais dire, à ce monde dur de la nature qui est, elle, féroce, et on l'est nous-mêmes. Donc tout ceci m'a marqué pour me dire finalement, cultiver son jardin, pour revenir à des phrases de Candide, c'est aussi avoir un rapport à soi-même, j'allais dire, d'humilité, probablement pour ce qui concerne en tout cas le jardinier que je suis peut-être à demi-mesure, qui est celui aussi de comprendre que la nature, on ne fait pas toujours ce qu'on veut avec elle, et il peut y avoir des loupés, des cultures qui souffrent de tas de raisons, et tout ceci retire en rien le bonheur, l'émerveillement du vivant. C'est quand même extraordinaire, cette richesse qui nous est donnée et pour laquelle on en ignore, 1, l'existence, 2, on en ignore les plaisirs car on ne sait plus la cultiver. Et donc, on ne sait plus cuisiner, par exemple. Cuisiner, c'est le lien entre la nature et la famille, quand on cuisine en famille. Le lien familial, la repas. Conversation. Ici, au bureau, quand je suis là, j'adore cuisiner parce que c'est le moyen d'avoir tout le monde autour de la table. Et donc, ce sont là où les échanges se font, les idées se débattent. Et en même temps, quand on parle de tas de sujets, y compris de politique, c'est là que les véritables convictions, je le disais, passion se révèlent. Et la vie doit être passionnée.
Ça me rappelle cette caricature sur l'affaire Dreyfus de Ils en ont Carandache parlé. dans le Figaro en 1901. Ne parlons pas de l'affaire Dreyfus, on voit une famille bourgeoise attablée, tout est en ordre, et ils en ont parlé, effectivement, tout le monde s'entretue. On adore la conversation en France, n'est-ce pas ? On adore la conversation, et puis je le disais, on parlait du 19e, c'est un moment formidable où émergent des libertés, et ce sont aussi les libertés de la conversation dans un pays où on est extraordinairement libéral. Dieu merci pour des tas de raisons. Et donc, il faut donner la possibilité, effectivement, de converser, mais en même temps, il faut que la conversation soit utile, comme le soleil est utile, parce que nous avons un rayon de soleil pour les auditeurs qui arrivent juste au moment où on se parle, et qui réchauffe le cœur, et qui en même temps est essentiel à la vie. Qui vous éblouit. Et qui nous éblouit. Louis-Albert, la prochaine question que j'ai envie de vous poser, on était en plein dans l'attention au monde. Quelle est la vision que vous déroulez avec Dérolle ? Parce que, je l'ai dit en introduction, ça part de vous, votre itinéraire personnel, mais ensuite la Bourdaissière, le Prince Jardinier, Dérolle, vos projets aujourd'hui, où est-ce qu'ils vous emmènent ? Quelle est votre vision pour l'avenir ? Alors, d'abord, la Bourdaissière, qui est un château-hôtel, est un lieu laboratoire. J'y ai créé, effectivement, il y a une trentaine d'années, le conservatoire, devenu Conservatoire national de la tomate, le conservatoire, on verra du dahlia, le festival de la forêt. Et donc, ça m'a interpellé, évidemment, sur la perception, parce que c'est un lieu qui est très visité, sur la perception, sur l'inspiration que ça apportait aux visiteurs. En même temps, le conservatoire de la tomate, c'était un sujet qui m'a amené à me confronter au brevetage du vivant, à des filières autour de la tomate qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était cette diversité de couleurs, de formes et de goûts, pensant qu'ils faisaient de la tomate depuis 4 générations, donc ils savaient toute la tomate, donc errare humanum est dans ce cas-là. Et donc, je suis arrivé à une conclusion que c'était des sujets évidemment très importants. On est à la fin des années 90, on parle à peine de biodiversité, c'est un mot qui n'est pas encore dans le langage commun. Et je me dis, il faut que ce soit des sujets traités scientifiquement, pédagogiquement. C'est pas le Prince Jardinier avec son surnom qui, avec poésie, pourrait parler de cela. Il faut que ça soit vraiment... on doit réhabiliter, reprenons des termes, encore une fois, j'allais dire, du 18e, on doit réhabiliter impérativement ce qui est aussi essentiel qu'important. Et pour cela, j'ai pu racheter la Maison Dérolle. Maison bicentenaire, scientifique, pédagogique, qui avait un langage universel. Sur lui, des planches. C'est comme dans les jardins. Les jardins, on pense qu'on a la paix, il y a toujours un tracteur qui passe, il y a toujours de l'eau qui... c'est la vie. Et donc, j'ai pu racheter la Maison des Roches. J'ai découvert que c'était une maison qui a été présente dans le monde entier, dans 120 pays, dans 130 pays, aussi bien dans des musées, en créant des collections de taxidermie, d'entomologie, de conchyologie, de minéralogie, d'ostéologie, mais en même temps, dans les écoles, c'est l'école de Jules Ferry qui commande le programme de sciences naturelles pour l'instruction publique, et puis c'est traduit en espagnol, en portugais, en arabe, en anglais. Et puis les artistes au début du XXe siècle qui arrivent, on est à Saint-Germain-des-Prés, les surréalistes, on va fêter cette année les 100 ans du surréalisme. Donc tout ça, c'est, j'allais dire, l'ADN de Dérolle. Et quand je rentre, j'ai pu racheter Dérolle, et quand je rentre chez Dérolle, je comprends que cette société universelle, ce langage universel, il faut le faire revivre. Et pourquoi il faut le faire revivre ? Parce que je voyais pointer la croissance des désordres environnementaux et sociaux. Les migrations, c'est un désordre environnemental, mais c'est un désordre social. C'est une insécurité fondamentale de l'histoire des peuples, reliée effectivement à cette insécurité que l'on a vue. Voilà la disparition de l'île de Pâques, voilà la disparition de nombreux écosystèmes dans le monde par excès, soit de la consommation, soit des non-échanges, soit de la destruction des forêts. Donc tout ceci est une reproduction du passé. Pourquoi c'est une reproduction du passé ? Parce que l'homme n'a aucune capacité, tristement, aujourd'hui, à se relier à l'histoire, sur le plan environnemental et social. Et pourtant, les messes sont dites matin, midi et soir sur ce qu'il faudrait faire, sur l'innovation, sur tout ceci. Donc je me suis dit, il faut revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? Bien se nourrir, bien éduquer les gens, les enfants bien évidemment, mais aussi les gens, être responsable individuellement et collectivement, plutôt que irresponsable collectivement pour favoriser les responsabilités individuelles, c'est-à-dire gens on rase gratis. Et en même temps, il est
essentiel de donner une perspective heureuse. Or, la mondialisation est une perspective formidable avec les réseaux sociaux, parce qu'on se dit qu'on peut aller dans l'autre monde, l'autre côté de la planète, en 2 temps 3 mois pour 3 francs 6 sous, et qu'aujourd'hui, tout est formidable parce qu'on peut échanger l'information. Mais on en oublie qu'on vient de territoires, qu'ils ont une singularité par rapport à un autre territoire, qu'on a un héritage, ça s'appelle le patrimoine matériel ou immatériel, qu'on doit être fier de ce patrimoine matériel et immatériel, que l'on doit le partager, qu'on doit le préserver, qu'on doit le transmettre. Et c'est ce qui fait la différence avec des gens qui ont les mêmes téléphones, les mêmes envies de voyage, les mêmes ceci. Et donc, ceci est un aspect fondamental d'une vie qui s'est accélérée et qui a détruit nos racines. Et donc, recultiver ces racines passe effectivement par moi, par le territoire, le potager, parce qu'il nous nourrit, parce qu'il nous apprend plein de choses, par la culture et en même temps l'héritage qu'on a de nos cultures et de savoir effectivement les partager avec les autres, mais en même temps prendre le temps, reprendre le temps de se reconnecter avec ce qui constitue notre propre histoire. J'adore l'idée de laboratoire, comme vous l'avez mentionné. D'ailleurs, je précise au passage que c'est un acronym de vos initiales, Louis-Albert. Louis-Albert de Broglie. J'ai peut-être pas choisi ça, mais le hasard fait bien les choses. Mais j'aime beaucoup cette idée de laboratoire d'idées. Vous voulez nous dire 2 petits mots sur Dérolle Territoire et le travail formidable que vous faites, qui est en mode laboratoire, recherche, mais pour pouvoir étendre ça peut-être à plus vaste échelle? Alors, effectivement, Dérolle m'a conduite à se poser la question de l'ADN, je viens d'en parler, et de dire comment cette société devient moderne. Et le côté incroyablement moderne de Dérolle, c'est qu'elle a puisé dans son ADN les 3 piliers, nature, art, éducation, et que ces 3 piliers nous ont permis de construire une méthode de travail pour créer des écosystèmes bas carbone, pour créer des écosystèmes où il fait bon vivre. Nature, préserver les écosystèmes naturels, créer des écosystèmes nourriciers, faire la pédagogie de la nature. Ça fait partie du Green Deal européen. Ça projette les obligations que les entreprises ont aujourd'hui, qui constituent les obligations de décrire l'impact que l'on a sur la biodiversité. La CSRD et en même temps tout ce qui est lié, on le sait depuis un certain temps, aux obligations de chacun. La deuxième chose, l'art, préserver le patrimoine matériel et immatériel des territoires, l'architecture vernaculaire, élever les sciences naturelles au rang de l'art, ce sont la création de musées, de parcours de l'art, de musées de sciences naturelles évidemment, et en lien avec l'art contemporain. Ou comme les expositions que vous pratiquez régulièrement chez Dérolle ou à la Bourdaissière. À la Bourdaissière, et qui partent, l'une est aujourd'hui à Besançon, c'est Destiné pour ta planète, qui va faire le tour du monde, bientôt l'exposition sur évidemment l'anatomie, et puis faire la pédagogie du beau. Même chose, c'est dans le Green Deal européen. Donc, nature, art, éducation. Éducation, c'est un faux ami chez nous. C'est comment éduque-t-on à décarboner les écosystèmes à travers 3 sous-piliers. L'innovation, intégrer de l'innovation low-tech ou high-tech et en faire la pédagogie pour pouvoir l'intégrer dans les investissements, qu'ils soient sur des territoires, qu'ils soient dans les entreprises. La transition, comment fait-on la pédagogie de la frugalité, du partage, de la solidarité, de l'économie circulaire. Et la troisième chose, c'est la transmission. Comment fait-on la pédagogie de la responsabilité, j'ai dit tout à l'heure, individuelle et collective, de la gouvernance et de la spiritualité au sens de quelles sont vos propres convictions, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient existentielles, ainsi de suite. Et ce triptyque, c'est la méthodologie qu'on utilise chez Dérolle pour accompagner la création d'écosystèmes pour des entreprises, des promoteurs, des entreprises, que ce soit des territoires physiques ou des territoires de marque. Et puis, c'est aussi la façon de construire une méthodologie d'analyse de projets existants pour les rendre plus vertueux. Et ça rend lisible et compréhensible. On en a même fait un label, le label Nature Éducation. Ça rend lisible et compréhensible les actions des entreprises, les actions des collectivités, et en même temps, ou des projets associatifs. Et en même temps, ça permet à nouveau de se fixer sur l'essentiel des écosystèmes nourriciers, en préservant la nature tout autour, le patrimoine matériel et immatériel, pour faire en sorte qu'on se sente qu'on vient d'un lieu, d'un territoire, et qu'on emporte, j'allais dire, la connaissance et l'héritage. Et puis la troisième chose,
c'est que quand on rentre dans un monde de plus en plus bousculé, et de plus en plus challengé, pour prendre un terme anglo-saxon, par l'insécurité, par, je le disais tout à l'heure, plus de désordre climatique, plus de sujets de destruction de biodiversité, plus de sujets d'acidification des océans, plus de sujets de problématiques d'énergie, plus de sujets d'économie, de la ressource, de vie circulaire. Donc, il faut enchanter ce monde plutôt que le rendre anxiogène, enchanter cette écologie qu'on appelle une écologie positive plutôt que l'écologie punitive, ou c'est l'écologie, j'allais dire, de l'anxiété, et faire en sorte que ces générations ne soient pas frappées de cette fameuse éco-anxiété et que les générations trouvent dans les territoires des ressources pour vivre mieux, sachant qu'on a l'accès à l'information du monde entier en un clic, sachant qu'on a la curiosité pour voyager, eh bien, apprenons aussi à prendre du temps dans nos propres territoires. J'ai envie de vous demander, à quand des écoles d'Hérault ? Alors, on travaille à la Bourdaissière sur une école nature art éducation. C'est quoi une école nature art éducation ? Comme je l'ai dit, le destin de nos générations, c'est pas une génération après l'autre. C'est croiser les générations, donc d'être transgénérationnel et d'être, dans toute la mesure possible, transversal dans l'approche. Donc, nature art éducation, l'école à la Bourdaissière sera 4 sujets. Le premier, c'est la biodiversité, avec les mains dans la terre, avec, dans une forêt-jardin, des maisons en bois sur pilotis qui permettront soit à des groupes d'entreprises, soit à des groupes, peu importe, des groupes ou des individuels, de venir et de découvrir comment on crée une forêt-jardin, comment on cultive une forêt-jardin, et comment fait-on aussi pour se réconcilier avec cette notion du vivant. Donc ça, c'est à la Bourdaissière. Premier, le groupe, les entreprises, éventuellement le grand public. Deuxième, le bien-être. Le bien-être, ça sera la deuxième, dirigée pour les groupes de personnes, les personnes privées. Et là, c'est bien bouger, bien se nourrir, bien dans sa tête. C'est des parcours de marche ou de course. C'est des parcours d'agrès. C'est des lieux pour faire du yoga, de la méditation, de la boxe, du tai chi, et autres. Et puis, c'est aussi bien se nourrir. Donc, avec une alimentation plus vertueuse, évidemment, qui vient du potager, du parc ou de la forêt-jardin. Et puis, il y aura la méditation, l'écriture, et tout ça, c'est bien dans sa tête. Et puis, le troisième, c'est pour les enfants, donc c'est les petits, ou les tout petits jusqu'au primaire, et c'est la Forest School. La Forest School avec, évidemment, tout ce travail qui est fait depuis maintenant une vingtaine d'années, et qui sont des pédagogies qui viennent du Nord, et c'est comment fait-on pour faire en sorte que les enfants qui pourront vivre toute l'année ronde dans une forest school, mais aussi y aller quelques fois dans l'année, c'est apprendre à travailler ensemble avec la nature et pas contre la nature, ne pas avoir peur de la nature, savoir s'émerveiller, savoir se concentrer, et on sait quels sont les bénéfices pour les enfants. Et le dernier, c'est pour les artistes, ou les pseudo-artistes, je dirais, c'est pour cette économie de la ressource que j'appelle toujours de mes voeux, et c'est de savoir recycler le fer, le verre, les déchets humides, l'eau aussi d'ailleurs, et le bois. Et donc, c'est un de grand studio. Et donc, ces 4 activités pour ces 4 types de populations qui sont, encore une fois, toutes générations confondues, et complémentaires, pourraient être reproduits partout, dans d'autres écosystèmes, qui soient hôteliers, qui soient dans des villes. Et l'école nature et éducation par des rôles, c'est cette approche, j'allais dire, transgénérationnelle, transversale, et qui doit permettre aux gens, j'allais dire, de passer moins de temps, n'en déplaise à nos commerçants, moins de temps dans des parkings pour aller lécher les vitrines et être déçus de ne pas pouvoir acheter quoi que ce soit. Donc, il est préférable, dans la nature, de cultiver, c'est bon, et en même temps, ça peut être très beau et ça fait du bien. Ou moins de temps aussi sur les téléphones portables, notamment. Et beaucoup moins de temps sur les téléphones portables. La nature, ça améliore la concentration, et la concentration aux choses essentielles. Et là, ça rejoint l'art de l'attention. Alors, pour boucler la boucle du triptyque de l'art de l'attention à soi, au corps, on en a parlé, l'attention au vivant, l'attention au monde qui nous entoure, mais il y a aussi l'attention, aux autres, parce que vous parlez également beaucoup de responsabilité individuelle et collective, je crois, Louis Albert.
Je pense qu'on vit dans un monde, et je ne suis pas différent, où comme on a appris à voyager et à zapper et à passer sur un téléphone portable d'une information à une autre, finalement, on a de moins en moins d'attention. Et en plus ça, on a expliqué depuis à peu près c'est le welfare state, depuis une soixantaine d'années, que les États, que ce soit en France, principalement en Occident, s'occupent de tous des problèmes, que ce soit de sa santé, ou que ce soit des infrastructures, ou que ce soit, j'allais dire, du destin des peuples. Et on finit donc par ne plus se sentir responsable des autres, comme on l'était d'une certaine mesure. Alors, on parlait évidemment d'une forme de paternalisme dans le temps, où on se sentait concerné par les autres, on était beaucoup plus en lien avec le territoire, on se préoccupait de ceux qui avaient plus de besoins, des plus faibles. Aujourd'hui, tout ceci a été un tout petit peu balayé. Je dis ça en faisant attention à ce que je dis, bien évidemment. Ça a été un peu balayé parce qu'encore une fois, tristement, on se sent moins concerné parce qu'on pense qu'il y a d'autres qui le font à notre place. Le fond de l'histoire, c'est une forme d'irresponsabilité collective qui nous a conduit individuellement à ne plus se soucier comme on le devrait, même si, heureusement, il y a énormément d'associations et de gens qui font du bien. Mais pas assez, parce qu'il y a de plus en plus de précarité. Et le fond de l'histoire, c'est qu'il faut reconstruire un monde dans les territoires où, à travers ce triptyque nature-éducation, on permet à être plus enclin à s'occuper des autres, à être, j'allais dire, des sources d'inspiration pour faire en sorte, encore une fois, qu'on ait une vie ensemble plus heureuse et un destin ensemble plus heureux. En lien. Voilà, et ça, c'est plus simple autour du jardin. Moi, je me souviens d'un ouvrage qui avait été réalisé sur les jardins ouvriers. Et donc, quand j'étais petit, je me disais, les jardins ouvriers, c'est formidable. Je les voyais sur le bord de l'autoroute et je me disais, ces jardins qui étaient ces jardins de petites parcelles complémentaires aux revenus des gens, c'était surtout les gens qui travaillaient, les cheminots. Avec des petites bicoques. Avec des petites bicoques, avec une poésie extraordinaire. Puis un jour, j'étais au Japon, et il y a déjà une vingtaine d'années de cela, et je vais visiter un matin avec une femme avocate qui, à 6 heures du matin, elle avait un jardin partagé, et se retrouvait vers 6h, 6h30, avec des gens de toutes sortes qui avaient chacun des jardins. Et ils prenaient un thé, un café ensemble le matin, ils cultivaient pendant 1 heure, 1h30, et ils revenaient le soir et ils faisaient la même chose. Ils étaient heureux. Et pourtant, c'était des intellectuels pour certains, dont on se disait, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aller cultiver leur salade, et ainsi de suite. Et ça crée un lien social, mais surtout, ça crée une attention aux autres, car dans ce groupe-là, on m'expliquait, il y a telle personne, il a perdu son travail, il y a telle personne, sa mère est très malade, il y a telle personne. Il y avait une économie du partage. Chacun cultivait des légumes, certes, souvent très différents les uns des autres, parce qu'ils avaient cette chose extraordinaire aujourd'hui qui est la connaissance de cette richesse variétale importante. Donc, ils s'échangeaient, ils s'envoyaient des graines, des légumes, et il y avait quelque chose de très fort. Et un jour, je vais dans un autre pays assez proche, qui est donc l'Espagne, c'était près de Barcelone, et je vois un monsieur, d'ailleurs un couple, qui me disent « Venez voir nos jardins partagés ». Et ils m'ont dit, voilà, il y avait 2 solutions, soit on faisait un lotissement sur ce terrain, qui avait une valeur très importante, soit on en faisait un jardin partagé qu'ils ont fait, et dont ils avaient conscience qu'il était plus important qu'il y ait un équilibre pour les gens qui habitaient autour. La communauté. Plutôt que de spéculer et d'avoir j'allais dire, un immeuble. Et ça m'a fait évidemment réfléchir en me disant, notre responsabilité, encore une fois, bien se nourrir, c'est fondamental. C'est à la lueur de projets comme cela, et c'est pour ça que j'ai créé cette micro-ferme à l'époque en me disant, une terre qui n'est pas cultivée, c'est un peu une insulte à l'intelligence humaine. Et vous savez qu'on n'a pas arrêté dans notre pays de planter des vergers, de les arracher, de planter des vignes, de les arracher, d'avoir des primes à l'arrachage. On a des terrains qui sont absolument pas cultivés. Pourquoi ? Parce qu'on considère aussi que c'est pas facile de cultiver un terrain. C'est de l'énergie, c'est du temps, c'est ingrat, c'est ceci, cela. Mais si on apprenait dans les écoles à passer un petit temps pour participer à la culture
d'un terrain à planter, eh bien, on s'émerveillerait. Et en même temps, la terre, qui est probablement la pire des dettes que l'on aura, c'est-à-dire la terre détruite par la chimie, détruite et donc morte. Les sols vivants, c'est bien ce que ça veut dire, un sol vivant, un sol qui produit. Et les sols qui sont malheureusement notre capital a été détruit, lavé aujourd'hui par les pluies parce qu'il n'y a plus de vie dans le sol. Et donc, réapprendre tout ça très jeune aux enfants, c'est de se dire que peut-être qu'ils cultiveront, encore une fois, de façon réelle et qu'ils partageront. Et ça, c'est un bonheur extraordinaire. Je le conseille à tous. Et tous ceux qui ont un jardin, petit ou grand, le savent. Un vecteur de culture, d'intégration, d'apprentissage et de lien social aussi très fort. Alors, je mentionne juste au passage qu'il y a certaines écoles qui ont commencé à se développer il y a maintenant une vingtaine d'années, je crois, aux États-Unis, qui s'appellent Edible Schoolyard, sous le patronage de la grande dame Alice Waters. Et en France, je crois que ça s'appelle l'école comestible, sous le patronage notamment d'Olivier Relinger, de certains chefs qui sont vraiment très engagés. Mais je pense que vous connaissez bien aussi. Ils sont tous venus à la Bourdaissière, et Alice Waters et Olivier, je ne sais pas s'il est venu, mais je connais bien Olivier. Alors, deux choses. Ils sont les précurseurs, Alice Waters, du rapport du potager avec l'école. Les Edible Village ont commencé en Angleterre aussi à un certain temps cela. Il y a aujourd'hui, ce qui est très intéressant, des programmes qui relient l'ensemble, et moi c'est un des rêves que je mûris depuis longtemps, l'ensemble des disciplines, que ce soit les mathématiques, que ce soit d'abord le français ou la langue, mais en même temps l'histoire, la géographie, la chimie, je le disais, les mathématiques, la physique, et en plus de ça, les langues, à commencer effectivement par les langues mortes, le latin, les plantes sont décrites en latin, et tout ceci pour faire à partir de la nature tout ce qu'il va nous apprendre, tout le socle, j'allais dire, des connaissances, car si on parle de tomate, on devrait parler effectivement d'où elle vient. Elle vient d'Amérique latine, du Mexique, du Pérou. Elle était en Espagne, elle a fait le tour du monde. On pourrait parler effectivement de notre rapport à cette solanacée, qui est une plante qui fait partie, dont fait partie la mandragore et la belladone, donc par définition des plantes toxiques. Donc on s'était dit, la tomate est toxique. Mais en même temps, on l'a classé comme un fruit parce qu'il y a une fleur avec 7 sépales. Et donc, c'est un fruit. Et donc, on apprend à compter aussi. Et en même temps, la philosophie montre que, quelque part, on a une vision de la plante qu'on associe souvent à un dessin. Et donc, on disait que c'est une plante maléfique. Mais en même temps, les Italiens ont dit que c'était une plante qui avait d'autres vertus. Je ne vais pas la décrire à cette antenne, sinon choquer les jeunes demoiselles. Et donc, le fond de l'histoire, c'est qu'on apprend plein de choses. Et que si on apprenait effectivement l'histoire, la géographie avec les plantes, mais en même temps bien d'autres choses, parce que la tige de la tomate a des qualités exceptionnelles, on peut en faire des tissus, on peut en faire des encres. Et donc, encore une fois, on apprendrait plein de choses qui sont excessivement utiles. Et probablement, on apprendra aussi les mathématiques, le nombre d'or, comment ça fonctionne avec d'autres plantes. J'adore cette approche holistique de l'éducation via une petite tomate. Une petite tomate, mais on prend tous les fruits, tous les légumes, le vivant, le biomimétisme, nous apprend aussi que la nature, qui a 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire ce laboratoire du vivant, est un laboratoire exceptionnel pour se dire que si on apprenait depuis la première heure et si on revoyait le programme, on n'aurait plus peur de la nature, on n'aurait plus peur d'aller... on serait... Ne pas avoir peur, c'est pas faire n'importe quoi. C'est simplement savoir que nous sommes tout petits par rapport à l'immensément grand, et qu'avec beaucoup d'humilité, on sait cultiver sans jeter, sans gâcher. Et vous savez que le pire du monde dans lequel on est, c'est que quels que soient quasiment les pays occidentaux, on gâche 50% de ce que l'on produit. 20% la production, 30% la distribution. Donc on doit être tous très 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 riches pour gâcher 50%, et j'en fais partie. On gâche énormément, aussi bien dans ce bureau où malheureusement on voit bien qu'on ne consomme pas tout et qu'on jette beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, et dans nos jardins potagers où on cultive beaucoup de choses extraordinaires, mais on ne transforme pas tout. Donc on n'est pas parfait.
Alors, pour revenir sur ce rapport au temps, parce que vous parliez justement de l'âge de notre planète et du vivant, il y a l'horloge qui sonne juste à côté à Saint-Germain-des-Prés. Je trouve que c'est une excellente transition pour vous poser la question du rapport au temps, Louis-Albert de Broglie. On en parle beaucoup dans ce podcast de l'art de l'attention. Un jour, vous m'avez confié, il est urgent de prendre son temps. Alors, vous êtes bien trop humble pour l'évoquer, mais je peux le faire peut-être, et puis vous élaborerez si je me trompe, mais vous avez une famille illustre qui est intimement mêlée à l'histoire de France. Et une famille, au-delà de ça, qui sert le bien commun et le bien de la France. Alors je crois que ça commence, votre famille arrive au 15e ou au 16e avec Mazarin, je crois, mais elle compte des personnages illustres comme, alors on va dire Necker pour être compris, mais j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on disait Necker. Voilà, tout le monde a entendu parler de l'hôpital Necker notamment, et puis c'était le ministre des Finances de Louis XVI, qui était le père de Madame de Staël, qui est une de mes idoles et modèle et mentor. Et puis vous avez aussi des aïeux qui ont été notamment présidents du Conseil sous la monarchie de Juillet. Alors, quand j'ai interviewé Jean-Miguel Pire, il faut savoir, mon invité précédent dans le podcast, Jean-Miguel Pire a consacré sa thèse aux politiques culturelles sous la monarchie de Juillet. Donc il y aurait beaucoup, on parle pas assez de la monarchie de Juillet, je retrouve dans le débat actuel, mais il y a tellement de choses à en dire. Vous comptez dans votre famille également un prix Nobel de physique, Louis de Broglie, plusieurs maréchaux de France. Alors être issu d'une famille illustre avec des personnalités qui sont vraiment engagées pour ce pays, pour le bien commun, et en même temps avoir un pied pour l'avenir. Telle est la devise de la famille Broglie. Comment vous envisagez, vous, cet équilibre entre histoire, passé, vos racines et l'avenir, Louis-Albert de Broglie? Je ne voudrais pas répondre par vaste programme. Je dirais que d'abord, c'est d'une chance extraordinaire d'avoir cet héritage, qui est simplement l'histoire... vous l'avez dit, d'une famille au service de l'intérêt commun, au service d'idées qui sont aussi bien des idées dans le domaine militaire, dans le domaine politique, dans le domaine littéraire et dans le domaine scientifique. Et tout ceci a contribué à façonner, certes, ce pays, l'Europe, des idées très avancées. Par la monarchie du Juillet, Victor de Broglie était ministre du culte et de l'instruction publique, qui avait épousé Albertine de Staël. Le fond de tout ça, c'est que chacun vit sa vie. Je ne peux pas dire que je le fais en fonction de cet héritage et en fonction d'une devise familiale, mais je crois que quand on a beaucoup reçu, c'est quand même pas mal de donner tout ce qu'on peut et de participer en tout cas à quelque chose auquel on croit pour faire en sorte que si on peut inspirer et si ça peut laisser une trace. Or, en matière d'écologie, d'environnement, qui sont les sujets qui m'intéressent, c'est très complexe. Complexité veut dire richesse. C'est très complexe parce qu'on est un monde où on voudrait tout et son contraire. L'écologie est vue de façon diverse et variée. Et encore une fois, on n'est pas très méthodique sur ces sujets. Enfin, ça, c'est ma conviction personnelle. Donc, si effectivement, ça fait 30 ans et le temps est une donnée auquel on n'échappe pas, quand on parlait, et vous avez cet ouvrage « Nourrir la planète », on m'interrogeait, sans citer le sénateur qui m'interrogeait sur le modèle économique des micro-fermes, et je disais, vous savez, le fond de l'agriculture moderne, c'est que ça fait 70 ans, après la guerre, qu'on a une agriculture qui est fondée sur la chimie. On voit les limites, on en a besoin, mais on en voit aussi les limites. On n'a jamais eu autant de gens qui ont pris leur vie parce que le modèle ne fonctionnait pas. On sait qu'on a plombé les sols pendant très très longtemps, qu'on a détruit aussi des cours d'eau, et on sait en même temps que si ce n'était pas financé par la PAC, ça n'irait pas. Donc, changer de modèle agricole ou le faire évoluer, c'est aussi lui donner du temps. Et lui donner du temps, on en a dit, c'est l'histoire de la plantation, ça prend du temps, un arbre, ça prend du temps. Temps au sens, cette fois-ci, pas temporel, mais en même temps, le temps change. Donc, les cultures seront obligées de s'adapter. On est aussi une richesse biologique, donc on s'est adapté avec le temps, 4,5 milliards d'années. Donc, le temps, c'est une composante essentielle. Et effectivement, j'ai cette chance
d'être convaincu de ce que je fais et de me souvenir que si on peut le faire pour l'avenir et pour nos enfants et pour, mes enfants, eh bien, ça sera, un témoignage du passé moderne pour l'avenir. Alors, j'ai encore une ou deux petites questions avant de terminer. J'ai une ou deux petites réponses. Louis-Albert de Broglie, qu'est-ce que signifie pour vous cette expression, la noblesse du cœur ? Je pense que, pour moi, la noblesse du cœur, c'est de se souvenir qu'on n'est jamais à l'abri d'une émotion et que cette émotion ne doit pas être guidée par, une tristesse ou une destruction de nos valeurs. Elle doit être, pour les autres, une richesse et un élan, quelle que soit la situation, un élan, de positivisme, d'envie de partager, d'envie de rire, c'est ça la noblesse du cœur. C'est pas uniquement de donner ou de se dire, voilà, c'est de construire avec les autres, construire avec enthousiasme et surtout avec ce souvenir que tout ce qu'on a reçu, il doit résonner avec tout ce qu'on peut donner. Alors, ce que je ne vous avais pas dit sur mon invité aujourd'hui, c'est que c'est un prince, jardinier et poète. Et j'aimerais terminer sur ces mots de Christian Bobin, qui écrivait « Qu'habiter poétiquement le monde ou habiter humainement le monde, au fond, c'est la même chose ». Un grand merci, Louis-Albert de Broglie, pour cette conversation palpitante, passionnante, trépidante. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment ? Où est-ce qu'on peut vous croiser en ce moment, parce qu'il y a de l'actualité sur des rôles? Alors, place Furstenberg, de toute façon, dans les bureaux qui sont ouverts très facilement parce qu'ils sont... Faut pas dire ça. Tu vas avoir une émeute à l'entrée. Il y a plein d'actualités. Il y a l'exposition Anatomie à la Bourdaissière. Jusqu'au 31 octobre. Jusqu'au 31 octobre. Il y aura une version numéro 2 l'année prochaine avec la médecine connectée et l'intelligence artificielle. Et j'en profite juste pour faire de la publicité pour la Bourdaissière. Oui, je me rends moi-même depuis une dizaine d'années presque. 1, 2, 3 fois par an. J'étais encore pour Pâques à la fête des plantes et des poules. Mais l'exposition se termine, j'imagine, au moment de la fête du bois et de la forêt. Le festival de la fête des plantes. Le festival de la tomate le 7 et 8 septembre, si je ne me trompe pas. Le festival de la forêt le 19 et 20 octobre, enfin, je dis ça de mémoire, ce sont des week-ends. J'y serai certainement. Voilà, qui est très familial. Il y aura en octobre, alors je le dis en avant-première, avec Johnny Depp, qui est un passionné de Dérolle et qui est un passionné des cabinets de curiosité et qui est très inspiré par ce monde de l'iconographie de Dérolle. Et donc, il va réaliser 1 ou 2 œuvres d'art et un cabinet de curiosité chez Dérolle, et qui est comme un artiste peu connu, plus comme acteur, mais qui est un artiste. Et puis, je ne peux pas vous dire, mais il y a certainement plein d'actualités qu'on ne peut pas vous dévoiler tout de suite et qui vous feront plaisir aux petits et aux grands en même temps. Et puis il y a aussi chez Dérolle l'adresse, l'adresse presque bicentenaire qui est au 46 rue du Bac, avec en entrant la boutique du Prince Jardinier où on découvre, on soulève un peu le voile sur ton univers, notamment stylistique, où on trouve des sécateurs, des pots, des seaux, enfin plein de choses pour le jardin, un art de vivre inspiré du jardin. Et puis au premier étage, des très très beaux gilets, des vestes, enfin vraiment tout ce style un petit peu signature, j'allais dire, du Prince Jardinier. Et puis au premier étage, alors là c'est l'émerveillement total. On se croirait un peu au muséum d'histoire naturelle. Hein. Il y a des loups, des lions, des ours polaires comme dans cette cuisine, des chevaux, des insectes aussi dans le cabinet du fond. Et moi, j'invite tout le monde à s'y rendre parce que c'est vraiment comme un musée. Et puis, on repart toujours avec un livre, une petite affiche, quelque chose. On n'achète pas forcément le superbe homard, mais en tout cas, on repart toujours avec le sourire et peut-être un petit cadeau pour quelqu'un qu'on aime. On voyage. Louis-Albert de Broglie, merci infiniment. Merci Fanny. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Mon premier livre vient tout juste de ressortir au format poche, chez Erol. Vous savez quelle passion je voue à la conversation.
Je crois qu'elle modèle nos vies, nous permet d'apprendre, de comprendre, de rencontrer et de grandir. Mon livre s'intitule « Trêve de bavardage, l'art de la conversation pour enrichir ses échanges et se connecter aux autres ». C'est un petit manuel bourré d'idées, d'outils pratiques, de conseils et d'anecdotes culturelles et qui a pour vocation de vous aider à réenchanter vos conversations. Il est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou à la commande sur fnac.com ou Amazon dans une version rééditée, relue avec amour, revue et avec une nouvelle intro et augmentée d'un chapitre inédit. J'espère de tout cœur qu'il vous plaira et vous aidera à réenchanter vos conversations. Et chers auditeurs, merci pour votre écoute. J'espère que la conversation vous a passionné autant qu'elle m'a passionné. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt sur l'art de l'attention.